Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire spécial féminisme de Livre Hebdo en compagnie de 3 éditrices qui ont à cœur toutes les 3 de faire avancer les luttes et les réflexions autour du genre. On va parler de romans, d'essais, de nouvelles, de témoignages, de rééditions de livres classiques, de livres d'art, de photos, de voyages. On va vraiment ouvrir le spectre ce matin et voir comment, selon les 3 éditrices présentes autour de moi, les livres peuvent renouveler les imaginaires et éveiller les consciences sur le genre. On va aussi se demander peut-être comment se démarquer aujourd'hui à un moment où certaines personnes déplorent une certaine saturation peut-être des livres féministes en librairie. Je suis donc en compagnie de Marianne Théry. Bonjour Marianne. Bonjour. Fondatrice et directrice des éditions textuelles. Claire Docero. Bonjour Claire. Bonjour. Directrice éditoriale de la littérature étrangère chez Robert Laffont, et de Camille de Decker. Bonjour Camille. Bonjour. Directrice éditoriale et fondatrice de Beta Publisher. On devait aussi avoir avec nous ce matin Stella Magliani-Belkacem, qui est co-directrice avec Éric Azan et Jean Morisot des éditions La Fabrique. Malheureusement, elle a eu un empêchement. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante. J'ai le plaisir de réaliser le podcast de Livre Hebdo, Les Voix du Livre, dont le prochain épisode sort dans quelques jours. On va passer environ 1h30 ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions, j'en transmettrai un maximum aux éditrices présentes autour de nous. On va commencer par un petit tour de table. Quel est le premier livre en tant que lectrice qui vous est marqué dans le féminisme et dans les questions de genre? Marianne Théry? Alors, en réfléchissant à ça, j'ai 2 réponses, une assez banale. C'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, que j'ai lu tardivement à 20 ans ou 19 ans, quand j'étais en fac, et que j'avais la chance d'avoir Michel Perrault comme enseignante. Et puis, avant, il y a eu cette femme dont je pense qu'elle est pas mal oubliée, mais j'ai vu qu'elle était toujours publiée chez Hachette, qui s'appelle Jeanne Cordelier, dont le premier roman était La Dérobade, et dans presque tous ses romans, elle parle d'elle-même, parce que c'est une enfant qui a subi un double inceste extrêmement douloureux, qui s'est retrouvée très jeune prostituée. Et donc La Dérobade, c'était ce roman et cette expérience, ce récit de la prostitution du point de vue d'une femme. Et dans tous ses livres, comme ça, elle va aborder, jusqu'à aller très directement parler de cet inceste. Je pense qu'elle est plus lue aujourd'hui, mais moi je me souviens de l'intensité ressentie à la lecture de ces textes, mais de vraiment l'intensité. Je ne pouvais pas les lâcher. Voilà. Jeanne Cordelier. À découvrir. Claire? Et en réfléchissant également, en fait, je pensais aussi à l'enfance, parce que je n'ai pas lu Simone de Beauvoir quand j'avais 12 ans, évidemment. J'adorerais dire que oui, mais ce serait vraiment mensonger. Et en fait, je me souviens d'une lecture d'un texte d'Agnès de Sarthe, Je ne t'aime pas, Paulus, où finalement le sujet c'était on pourrait parler du male gazing déjà à l'époque, en tout cas de cette jeune femme très mal dans sa peau, qui s'alimentait très mal et qui comme ça voulait séduire ce garçon qui jouait avec ses nerfs. Et en fait, la façon dont c'était perçu, c'était le regard et la voix de la jeune fille là-dedans. Et je trouve qu'à l'époque, en fait, c'était assez, je dirais, novateur. En tout cas, pour une jeune femme de 12 ans, ça permettait de se retrouver dans ces problématiques. Et puis après, plus tardivement, sur des sujets, j'allais dire, plus graves, je me souviens très, très bien de la claque de lecture quand j'ai lu L'événement d'Annie Ernaux. Alors, Annie Ernaux en général, mais vraiment ce livre, parce que c'est la première fois que j'entendais parler, que je lisais un livre sur l'avortement qui était aussi physique. J'ai encore le souvenir, en fait, de la façon dont elle décrit le sang qui coule sur les draps, la douleur et en fait la solitude. Et aussi parce que c'était un sujet qui pour moi, personnellement, en fait, croisait 2 thématiques importantes à mes yeux, la classe et la femme. Parce que je pense que quand on parle de féminisme, on ne peut pas parler de féminisme de façon complètement universelle toujours. On parle aussi d'un certain féminisme, d'une certaine classe. Et là, en l'occurrence, c'était aussi qu'est-ce que c'est qu'être une jeune étudiante tomber enceinte d'un garçon riche inconséquent et se retrouver seule avec la décision de finalement ne pas garder cet enfant, s'en débarrasser dans un moment où évidemment l'avortement était interdit et où il fallait malheureusement se débrouiller tout seul, quitte à parfois y laisser sa vie. Donc c'était quand même un texte marquant et
qui m'a profondément bouleversée. Ouais. Annie Ernaux, pionnière des problématiques intersectionnelles. Oui, exactement. Camille? Alors moi, c'est des romans qui n'ont pas des thématiques aussi vraiment fortes et peut-être dures. Moi, le premier, c'est Les Liaisons dangereuses de Chaudelin de Laclos. Voilà, avec son personnage principal que j'adore, Madame de Merteuil, qui est vraiment pour moi l'image à une époque pourtant où on se dit que les femmes ont vraiment très peu de droits et très peu de liberté, surtout une liberté sexuelle, où elle marque un contraste dans cette société. Bon, ça se finit pas très très bien pour elle, hein, mais néanmoins, elle est là et c'est un personnage qui est vraiment marquant. Pour moi, je l'ai lu en première. C'était à mon programme de littérature dans mes études. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. Et après, plus tard, c'est avec... comment ça s'appelle j'ai le nom en anglais, Sense and Sensibility, Raison et Sentiment. Voilà. Jane Austen, voilà, où j'adore ces personnages, mais vraiment dans Raison et Sentiment, il y a vraiment deux opposés de la femme dans cette société où vraiment tout est patriarcal et c'est très, très codifié, très dur, et elle a toujours des personnages féminins qui, bien qu'elles se marient toutes à la fin et qu'elles rentrent toutes à peu près dans le cadre voulu par la société et pour les femmes, elles ont toutes leur manière de dire non, moi je suis comme ça. Et je veux me marier pour telle et telle raison avec l'homme que j'aime et non pas par convention, non pas pour des raisons monétaires. Voilà, donc c'est deux personnages féminins très différents, mais que j'aime tout particulièrement et qui m'ont particulièrement marquée. Ouais. J'enchaîne tout de suite avec une question qui rentre dans le vif du sujet et qui est une question de Phil, auditeur ou auditrice, je ne sais pas, Phil. Les questions de genre et de féminisme ne sont-elles qu'une bulle éditoriale éphémère? Alors évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans le débat, aller trop loin dans ce débat-là pour le moment, mais un aperçu de ce que vous pensez de cette question qui est souvent quand même mise en avant, particulièrement en ce moment, où l'édition féministe se redéploie à ce point en librairie. Alors moi, je me suis fait un petit pense-bête. Et en fait, le premier livre que j'ai... Je ne pense pas, même si bien sûr aujourd'hui, le rayon féministe est bien plus important qu'il n'était il y a 20 ou 30 ans, mais le premier livre de ma maison d'édition, ça s'appelait « Les filles, on n'attend plus que vous », d'une femme journaliste, Elisabeth Westman. Et c'était un livre sur l'engagement des femmes en politique, la parité n'étant pas encore réellement en place, et un appel aussi aux femmes à s'engager. Et 10 ans après, on avait fait avec elle, elle a fait chez nous un très beau livre dédié à la femme du capitaine Dreyfus, Lucie Dreyfus, dont il n'est jamais question dans l'histoire. Et comme le dit Michel Perrault, pardon de la citer encore, les femmes n'ont pas d'histoire. Et Lucie, c'était fou parce qu'en fait, elle a trouvé énormément d'archives. Donc, c'est pas que ça n'existait pas, elle a trouvé dans des bibliothèques en Suisse, en France, de la correspondance, des écrits, elle a trouvé toute une matière pour incarner le rôle très important joué par Lucie Dreyfus, et qui jusque-là n'avait simplement pas été cité. Voilà. Donc en fait, chez nous, mais on en reparlera plus tard, le féminisme est présent. Moi, j'assume d'être une vieille féministe. Et il est présent depuis le début. Pas dans une collection, pas dans un rayon. On en parlera au fur et à mesure des livres. Mais dans tous les genres que nous avons abordés avec Textuel, le féminisme est présent de différentes manières, y compris du côté des livres d'art. Oui, parce que vous allez nous présenter vos programmes, mais aussi nous raconter chacune comment le féminisme a émergé dans votre histoire éditoriale aussi, dans l'histoire de votre maison ou des collections dont vous vous occupez. Mais alors, pour répondre déjà, pour donner une première réponse à Phil sur cette question de la bulle éphémère ou non. Claire. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'en réalité, c'est plutôt une question d'éducation, d'intérêt d'une génération de libraires, de journalistes, de lecteurs qui ont envie d'aller vers ces sujets et qui sont
mieux mis en avant, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un développement des rayons féministes dans les librairies généralistes qui n'existaient pas avant. Il fallait aller dans les librairies plutôt spécialisées. Il y a vraiment peut-être plus de marketing, plus de capacité à, mais aussi parce qu'il y a plus de relais dans les médias, des médias spécialisés, Cosette, Enco par exemple. Et donc je pense que c'est plutôt en termes de relais que ça existe. Nous, par exemple, chez Robert Laffont, 1986, c'est la parution de La Servante écarlate de Margaret Atwood. À l'époque, je pense que c'était, au vu des chiffres de vente, c'était plutôt un public d'aficionados en fait, et côté science-fiction, littérature plutôt de genre, et côté thématique, qui allait vers Margaret Atwood. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'est-ce qui fait exploser ce roman, en tout cas en France et dans le monde entier. C'est pas uniquement la série, c'est 2017, l'élection de Trump. Et c'est les premières femmes qui se déguisent en servante écarlate dans les manifestations. On voit un pic de vente qui commence à monter. Puis, évidemment, la série qui a parachevé d'en faire un succès qui, depuis, continue. En fait, on continue vraiment à vendre ce livre de façon très régulière. Et finalement, c'est un livre qui a cette universalité-là et qui a été publié dans les années 80. Simplement, peut-être qu'à l'époque, il y avait moins de relais pour porter ce livre. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc pour moi, c'est plus une question d'éducation, d'oreille attentive, d'intérêt, d'envie, mais qui va avec le mouvement de la société en général, post-hashtag MeToo, etc. C'est-à-dire que plus que de production pure, il y a toujours eu des éditeurs engagés dans les grandes maisons d'édition, dans les petites maisons d'édition. Il y a toujours des gens qui ont publié de la littérature dite féministe. Et en plus, il faudrait, je pense, 3 heures pour définir ce que c'est. Parce qu'en effet, si on parle de fiction, de non-fiction, de littérature engagée ou non, enfin jusqu'où ça va. En revanche, maintenant, il y a plus de relais. Et ça, c'est formidable, je pense, de se rendre compte que il y a des lecteurs et il y a des gens qui ont envie de défendre ces livres. Je pense qu'il faut continuer à le faire d'ailleurs. Il ne faut pas que, en effet, ça devienne une bulle et qu'on arrête du jour au lendemain d'en parler et qu'on passe à autre chose. Je pense que c'est très important. Nous, avec le lancement de notre collection, on a bien vu que c'était un sujet qui, en tout cas sur les réseaux sociaux, était toujours un sujet qui portait à débat. Notre autrice d'ailleurs a eu des menaces de mort même, juste pour le fait d'être féministe. Donc je pense que c'est vraiment un combat qu'il faut continuer de mener et il ne faut vraiment pas que ce soit une bulle. Vraiment, vraiment pas. Voilà. Donc un combat qui garde où il y a toujours des résistances. Alors, je vais vous donner la parole à chacune pour que vous présentiez vos programmes. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Claire, puisque la collection Pavillon va bientôt fêter ses 75 ans. En fait, il y a des anniversaires dans chacune de vos 2 maisons, et puis Beta Publisher est si jeune que c'est chaque année son gros anniversaire, comme pour les enfants. Pavillon va bientôt fêter ses 75 ans, c'est ça? C'est 80 ans. 80 ans, ah oui, quand même. Et 25 ans Pavillon Poche. Donc vous êtes la doyenne ce matin. Quelques mots sur les 2 collections dont vous vous occupez, Claire, et sur la façon dont le féminisme est apparu. Vous avez commencé à en parler avec La Servante écarlate. Tout à fait, mais je pense qu'en fait c'est une collection, ce sont des collections qui ont quasi été créées en même temps que les éditions Robert Laffont, avec des hommes, à l'époque plutôt, avec des grands auteurs comme Graham Greene ou Evelyn Waugh. Et c'est vrai que petit à petit, ils ont été rejoints par des autrices féminines. Alors c'est Robert Laffont est l'éditeur notamment d'Alice Walker, et l'éditeur de Margaret Atwood, et l'éditeur de tout un tas de grands auteurs, Tennessee Williams, Dino Buzzati, enfin voilà, je vous cite pêle-mêle des grands noms. Mais il est vrai que je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une tradition féministe. Je pense qu'en 80 ans, il y a eu énormément d'éditeurs différents qui ont apporté des choses différentes. Ce qui est intéressant, et pardon si je me répète avec l'exemple de La Servante, c'est comment, par exemple, c'est un texte qui ouvre la collection Pavillon Poche à l'époque. Donc, M. Zilberstein crée la collection, décide de rééditer ce livre, et qui, en fait, 20 ans après, est le succès, non pas seulement de cette collection, mais de la littérature étrangère chez Robert Laffont aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui, malheureusement, je parlais de l'avortement il y a peu de temps, on voit bien à quel point ce droit est menacé à travers le monde, continue de résonner, le contrôle des corps féminins. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressée quand je suis arrivée il y a maintenant presque 6 ans, c'était de me rendre compte que la plupart des grands auteurs de la collection, quand on pensait à Robert Laffont, Salinger aussi par exemple, étaient plutôt des auteurs masculins. Et donc c'est vrai qu'on a fait tout un travail du côté des classiques contemporains et du côté des rééditions, puisque Pavillon Poche, c'est beaucoup de passages en poche de textes qui malheureusement ont un peu disparu des étagères, parce que parfois c'est pas les textes les plus connus des auteurs. Dino Buzzati, c'est pas le cas, c'est plutôt des nouvelles, etc.
Et c'est vrai qu'avec ma collaboratrice Barbara Arrighi, on a eu à cœur de vraiment aller chercher des voix féminines. Donc on a réédité comme ça des autrices comme Rebecca West, par exemple, voilà, qui avait un petit peu disparu. On a vraiment fait ce choix de féminiser la collection parce qu'on trouvait cela dommage finalement que quand on pensait aux grands auteurs qui avaient construit le catalogue, on les associait forcément à des auteurs masculins. Alors après, évidemment, moi je ne suis pas dans la dichotomie de partir du principe que masculin égale forcément anti-féministe ou anti-femme. Hein. Je pense que c'est absurde, il y a de très grands livres écrits par des hommes qui sont des livres féministes. Mais il y avait cette volonté de féminiser et de donner aussi à découvrir des femmes qui voilà, n'étaient plus lues, peu lues ou avaient disparu de nos étagères pour des raisons, pour le coup, probablement de bulle éditoriale, ou en tout cas autres et différentes que la pure littérature. Grand livre féministe écrit par des hommes, j'aimerais bien avoir des exemples, ça m'intéresse. En fait, je pense que ça peut être une... on va, comme ça, pendant cette matinée, donner quelques utopies possibles d'avenir. Je pense que ça peut être une projection utopique merveilleuse d'imaginer qu'à l'avenir, de grands livres féministes soient écrits par des hommes, ce qui est absolument pas incompatible, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous voulez nous présenter les 4 livres qui sont, je crois, très représentatifs de votre catalogue? Il y a un roman contemporain, un classique réédité et 2 trouvailles très surprenantes, ce qui est un peu aussi votre marque de fabrique de faire des trouvailles comme ça. Eh bien, tout à fait, oui, parce que donc c'est vrai que la problématique chez Robert Laffont, c'est qu'il y a donc ce fonds qui est absolument incroyable, et je pense qu'une partie de ma mission, c'est vraiment d'en prendre soin. Et le fonds nécessite régulièrement de faire des nouvelles traductions, de demander à des auteurs contemporains de préfacer des textes, enfin, comment faire en sorte que ces textes voyagent à travers les siècles, à travers les années, et puissent toujours faire actualité et sens pour une nouvelle génération. Et il y a aussi, évidemment, trouver des nouveaux auteurs. Quand on a dans son catalogue des auteurs comme Margaret Atwood, Bret Easton Ellis, Dino Buzzati, Ken Follett en côté hors collection, etc., trouver des auteurs à ce niveau-là, on se dit quand même qu'on a une petite pression. En tout cas, moi, je me mets une petite pression. Et ce qui est intéressant, c'est d'être à la fois sur des découvertes de nouvelles voix et en même temps d'aller chercher comme ça des classiques contemporains. C'est comme ça qu'en janvier, on a publié là très récemment, une jeune autrice de 75 ans. Qui s'appelle Pirkko Saisio, qui nous vient de Finlande. Et Pirkko Saisio, c'est une femme qui est une femme iconique dans son pays. C'est une femme qui a gagné le prix Femlandia plusieurs fois, qui est le grand prix de littérature finlandaise contemporaine. C'est une femme qui est une femme de théâtre, qui est metteuse en scène, qui est comédienne, et qui là-bas est vraiment extrêmement connue, totalement inconnue en France. Et qui a commis, entre autres, puisqu'elle a aussi écrit des romans, une trilogie autofictionnelle qui s'appelle la trilogie d'Helsinki, qui est un clin d'œil à la trilogie de Copenhague, d'ailleurs rééditée très récemment, trilogie de Copenhague de Tove Ditlevsen, je crois aux éditions Globe, et total hasard que ce soit, ça paraisse en même temps, en tout cas hasard éditorial, par contre je ne crois pas que ce soit un hasard d'époque, parce que je pense que ça dit quelque chose sur notre époque. Et dans cette trilogie, Pirkko Saisio en fait, va s'interroger sur ce que c'est qu'être femme issue d'une classe populaire, parce qu'elle est issue d'une classe très populaire, ce que c'est d'être femme queer, parce qu'elle est née dans le corps d'une femme, mais elle s'est toujours sentie autre. Elle s'est toujours posé des questions sur son genre et son appartenance sexuelle. Et qu'est-ce que c'est en plus, et c'est là où la dimension de littérature étrangère est d'autant plus intéressante, à Helsinki, c'est-à-dire juste, imaginez, puisqu'aujourd'hui elle a 75 ans, le premier volet se passe dans les années 50, dans une ville qui a été témoin d'aussi grands changements dans le monde entier, politique. C'est une autrice qui a été comparée là récemment par Elisabeth Phillips à Deborah Levy. On est sur cette esthétique-là, c'est-à-dire ce sont des phrases très courtes, très poétiques. Et dans le premier volume qu'on vient de publier, traduit brillamment par Sébastien Cagnoli, le plus petit dénominateur commun, elle revient à la fois sur le deuil de son père, sur 4 jours. Qu'est-ce que c'est que de perdre son père avec justement une capacité à mêler les voix, la voix de la petite fille effrayée qui se pose déjà des questions sur son genre et la voix de l'adulte qu'elle est devenue, qui est un peu quoi devant cette mort, et à la fois les questions de genre, les questions de féminisme, les questions de place dans le monde. Et c'est un travail qu'elle va continuer évidemment, enfin qu'elle a déjà continué, puisque le premier a été publié en 1998 en Finlande, le deuxième je crois en 2000 et le troisième en 2003. Et nous on publiera le 2e volume en septembre et l'année prochaine le 3e. Et moi ce que j'ai trouvé fascinant en lisant ce livre, c'est la modernité
l'énorme modernité des thématiques qu'elle soulève, le côté universel bien sûr. C'est-à-dire que évidemment c'est truculent d'être à Helsinki dans les années 50 et de découvrir tous ces détails, ces modes de vie, mais en fait c'est d'un universalisme juste hallucinant. C'est super poétique, c'est magnifiquement écrit. Et je pense que mon rêve absolu, évidemment, ce serait qu'un jour ça devienne un classique contemporain, qu'une éditrice, j'espère, dans 10, 15, 20 ans, aura envie de rééditer en pavillon poche. Et c'est vrai que là, elle va être traduite enfin en anglais, publiée par Penguin Press dans la collection magnifique Penguin Classics. Donc ça dit quelque chose, elle est vivante, je précise. Voilà, donc ça c'est un exemple, par exemple, d'une découverte, une autrice contemporaine. Pas nécessairement jeune de par son âge, mais pour moi, c'est pas non plus un prisme absolu. Je pense qu'au contraire, ce qui est hyper intéressant dans une collection, c'est de faire coexister les générations. Ça, c'était le texte de janvier. Et puis... Donc, le plus petit dénominateur commun, Pirco Cesio. Oui, tout à fait. Donc traduit par Sébastien Pagnoli. Et... Pardon. Redis-moi. Cagnoli. Cagnoli. Et c'est paru en janvier 2024 et c'est le premier volet qui annonce une série de 3, c'est ça? Une trilogie. Une trilogie et le deuxième sortira en septembre. Tout à fait. Alors, un deuxième roman dont vous nous parlez. Alors là, on est plutôt sur un classique contemporain, c'est-à-dire que l'autrice, cette fois-ci, est décédée. Et alors là, c'est une histoire éditoriale assez géniale. C'est un livre qui s'appelle Le Ventail de neige, de Emily Holmes Coleman, une autrice américaine, traduit brillamment par Agnès de Sarthe. Et c'est en réalité, Emily Holmes Coleman, une femme née à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, journaliste, qui a eu un parcours de vie assez fou, assez intéressant. Elle a été notamment la secrétaire de l'anarchiste Goldman. Enfin voilà, elle a une vie assez rocambolesque. Et elle a écrit un seul roman. Elle est morte dans une sorte de crise mystique, de catholicisme étrange, et puis on n'a plus jamais entendu parler d'elle pendant des années et des années. Jusqu'à ce que Faber, en 2023, réédite son roman, Le Ventail de neige, qui est un roman pareil, brillant de modernité, puisque le sujet, c'est la dépression postpartum. C'est l'histoire d'une femme qui, après avoir contracté une fièvre puerpérale, se retrouve placée en hôpital psychiatrique. Et c'est son flux de conscience, donc on est totalement dans une écriture Virginie Woolfienne, c'est vraiment son flux de conscience, tandis qu'elle est enfermée dans cet hôpital, séparée de son bébé, dont parfois elle oublie même l'existence. Elle ne sait plus si c'est Dieu qui lui parle, si c'est... On a comme ça le descriptif des liens qu'elle va établir avec les autres détenus, parce que c'est vraiment des prisonnières, en fait, dans cet hôpital psychiatrique. Et on sent qu'elle parle de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose qu'elle a vécu elle-même. Elle-même a été enfermée dans un hôpital psychiatrique suite à la naissance de son fils. Donc on sent qu'elle parle de la vérité. Et ce qui est frappant, et d'ailleurs Agnès de Sarthe a très gentiment accepté de signer une préface, et elle le dit, c'est qu'en fait, c'est par l'enfermement qu'on découvre la libération, ou plutôt c'est à travers cet enfermement qu'on découvre à quel point ce sujet, le postpartum, la dépression postpartum, était dans les années 1930 évidemment totalement tabou, mais encore aujourd'hui, une femme qui n'aime pas immédiatement son enfant, qui n'est pas totalement dans l'amour fou et qui n'est, comment dire, qui n'est pas qu'une mère épanouie et heureuse, et forcément folle, étrange, ou a besoin d'être médicamentée, ou d'être... Peut-être qu'aujourd'hui, on ne met plus les femmes enroulées, ce qu'elle décrit abominablement, dans des camisoles et mises dans de l'eau froide pendant 6 heures. Mais de fait, on n'en est pas loin d'un point de vue métaphorique. Donc c'est un texte qui est incroyable aussi par son écriture, qui a une écriture très poétique, mais au-delà de ça, qui est... je pense vraiment toujours aussi d'actualité, encore une fois pas dans la méthode employée évidemment, mais qui est très intéressant de voir le pont et surtout l'écriture. L'écriture est folle, enfin, vraiment il y a quelque chose encore une fois très woolfien dans la façon dont c'est écrit. Et c'est un livre qui comme ça a été vendu dans plusieurs pays, va paraître, a déjà paru dans un certain nombre de pays actuellement, et qu'on avait totalement oublié. Emily Holmes Coleman. Ce qui est impressionnant, c'est de voir, pardon, je regarde en même temps les questions qu'on reçoit, hein, puisque c'est pour ça que je me concentre parfois sur mon téléphone. Je suis très attentive à ce que vous dites. C'est impressionnant aussi de voir que les thématiques reviennent en fait d'une période à l'autre. Et aujourd'hui, on a l'impression que le postpartum, c'est une thématique qui fait partie comme ça de la constellation des thématiques très féministes, très actuelles.
Or, en fait, ce n'est qu'un... voilà, on ne fait que remettre à jour des combats. Ça me rappelle une question qu'on a reçue de Claudine, qui nous écoute, et qui demande si les caractéristiques d'une écriture féministe ne sont liées qu'aux thématiques, qu'aux thèmes traités, ou est-ce que dans le traitement, il y a aussi quelque chose de féministe dans la forme qu'on peut apporter à une écriture? Je pense, en tout cas pour rejoindre ce que je disais juste avant, oui que la forme, en tout cas en littérature, elle est essentielle. C'est ce qui fait littérature, et que là, de fait, typiquement, de prendre le parti de donner la voix à une femme, à son esprit qui, lui, est libre, tandis qu'elle, elle est enfermée littéralement dans cet hôpital psychiatrique, c'est un parti pris féministe, parce que c'est, de fait, une façon de montrer l'enfermement par l'enfermement, et stylistiquement, c'est ça qui est intéressant, il n'y a presque pas de virgule, parfois les points sautent, parce que ça montre aussi l'état, elle essaye de mimer l'état dans lequel le personnage principal est. Et au contraire, je trouve que c'est féministe, en tout cas ça sert le propos, la forme sert le fond, de fait. Puis c'est une expérience aussi qu'elle a vécue, du coup, donc c'est beaucoup plus facile, on va dire, de rendre ce genre de choses quand on a nous-mêmes vécu la chose. Un homme ne va pas vivre postpartum de la même manière. Voilà, je pense. Donc ce flux de conscience à la Virginia Woolf, très à la première personne, ce serait une forme féministe en soi. Marianne Théry, vous êtes d'accord avec ça? Je ne publie pas de romans, donc c'est quand même important de le souligner. Donc je ne me suis jamais posé la question en ces termes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour ma part, je ne pense pas ça. Parce que je refuse toute forme d'essentialisme. Donc, non, il n'y a pas une écriture féminine. Non, il n'y a pas un sauvetage à attendre des femmes lorsqu'elles entrent en politique. Moi, je suis contre toute forme d'essentialisme. Après, il y a des manières, effectivement, de formuler, de manifester son féminisme, des manières plus ou moins revendiquées. Vous vous attachez davantage aux propos et aux thèmes traités, justement, comme posé. Je pense, oui. Et je suis d'accord avec vous. Et ce que je voulais dire par là, c'est que je pense en tout cas que dans ce roman, le fait qu'elle utilise le jeu et qu'elle utilise de ne pas, qu'elle choisisse de ne pas forcément utiliser la ponctuation de façon classique, etc., est une façon de servir son message. C'est ça ce que je veux dire. Je pense qu'en littérature, en fiction, un écrivain, c'est ce qu'il fait en fait, il joue avec la forme pour servir son message, que ce soit en effet féministe ou non, mais là en l'occurrence dans ce livre, de fait, ça sert son propos. La forme se met au service de cet enfermement, de cette idée d'enfermement. Vous nous présentez un troisième livre qui est Une trouvaille. Alors oui, alors là c'est drôle parce que c'est quand passé et j'allais dire présent se côtoient. Il y a 1 ou 2 ans, nous avons publié un livre d'essais de Margaret Atwood qui s'appelait Questions brûlantes, dans lequel donc c'était un recueil d'articles de tout un tas de sujets, parfois sur la science-fiction, sur des portraits d'écrivaines entre autres, et il y avait ce portrait de Marilyn French. Et alors je lis, je me dis, jamais entendu parler de ma vie, je le confesse, donc je fais ce que font 99,9% des gens, je vais sur Internet et je tape Marilyn French. Et à mon grand étonnement, je me rends compte que Robert Laffont a publié un roman de Marilyn French dans les années 70, qui s'appelait Toilette pour femmes. Donc je me dis, tiens, c'est drôle, je vais essayer de le commander, puisque malheureusement, on n'a plus en archive dans la maison, pour voir ce que c'est. Je le commande, je lis, et là je me dis, ah ouais, c'est assez hallucinant, c'est un gros livre, c'est un livre de 700 pages à peu près. Et je me rends compte que c'est un texte qui, à l'époque, a été vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde, 100 000 exemplaires en France, traduit dans plus de 20 pays, énorme best-seller, comparé d'ailleurs à Simone de Beauvoir, et Margaret Atwood qui en dresse un portrait, voilà, qui dit c'est vraiment le premier best-seller du féminisme. Et je me dis, dingue, je pense en tout cas que ma génération n'en a jamais entendu parler. On commence à relire la traduction, on se rend compte qu'elle a quand même assez vieilli, donc ce serait quand même compliqué de donner à lire vraiment ce texte aujourd'hui comme ça, donc on décide de faire quand même une révision de traduction, puisque ce texte va apparaître directement en semi-poche dans la collection Pavillon Poche, contrairement aux 2 autres qui étaient donc en grand format, en pavillon, et il s'avère que je découvre donc ce roman qui fait plus de 700 pages et qui met en scène, qui est hallucinant, pareil, dans les thématiques, dans les sujets traités de modernité, puisque c'est l'histoire de cette jeune femme, ça se passe dans les années 50,
et qui est brillantissime, fait des études et puis tombe enceinte, se marie avec un jeune homme, Norm, qui lui fait des études de médecine et elle se retrouve enfermée, j'allais dire presque enfermée, ou en tout cas dans un quotidien qui ne lui ressemble pas, dans lequel elle s'ennuie monotone. Et puis elle va se conformer parce qu'elle comprend très vite, c'est ça qui est extrêmement bien fait dans le livre, et qui malheureusement résonne tellement encore aujourd'hui avec les problématiques de violences faites aux femmes, c'est qu'elle comprend très vite que si elle ne veut pas se faire violenter physiquement, si elle ne veut pas se faire violer, si elle ne veut pas, il ne faut pas qu'elle sorte du rang. Au tout début du livre, elle se promet à elle-même justement de sortir du rang et d'être cette femme flamboyante qu'elle veut être et qu'elle est à l'intérieur d'elle. Et puis malheureusement, la vie, après avoir quasi échappé à un viol collectif, elle se rend compte que c'est pas une super idée, qu'il vaut mieux se conformer et qu'au moins, elle sera peut-être pas flamboyante, mais elle sera juste en sécurité. Et puis un jour, une de ses amies lui demande de l'aide, de l'argent, parce qu'elle se retrouve dans une situation délicate, et son mari refuse. Et notre héroïne principale, contre le gré de son mari, va décider de signer ce chèque. Et en fait, le fait de signer ce chèque va marquer le début de son émancipation. Et on va suivre ensuite ses aventures. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon, vraiment, je dévoile. Mais ce qui était hallucinant en découvrant ce livre, c'est se dire justement, on parlait de cycle, c'est se dire, voilà, il y a eu dans les années 70 ce livre qui vraisemblablement a été un best-seller, qui en effet hallucinant de modernité, qui est tombé dans l'oubli pendant des années. Et qui, là, ressort. Avec une préface inédite de l'autrice. Alors, elle est morte, malheureusement, en 2009, je crois. La préface doit dater des 2006-2007. Mais il y a cette préface aussi de l'autrice qui revient sur l'histoire éditoriale de ce roman. Elle était une femme universitaire, grande intellectuelle, et on le sent d'ailleurs dans les références qu'elle manie dans le roman. Mais voilà, ça, je pense encore le signe d'un grand livre quand, des années après, il continue à parler au lecteur. Et ce qui m'a presque un peu attristée, en revanche, c'était de me rendre compte que oui, on n'était plus dans les années 50, dans le cadre d'un mariage, et j'allais dire avec, à l'époque, en plus, des femmes qui ne pouvaient pas disposer de leur argent, ou qui ne pouvaient pas, enfin voilà, avec voter, etc., enfin, qui ne pouvaient pas être totalement libres. Et on n'est plus là-dedans tout à fait aujourd'hui, en tout cas en France aujourd'hui, mais de se rendre compte que tous les sujets qu'elle souligne, qu'elle met en exergue, malheureusement, sont toujours atrocement d'actualité, c'est-à-dire la sécurité des femmes, le rapport au corps, voilà. Et ça, c'était frappant. Et donc, c'est un très bon roman à redécouvrir, mais grâce à Margaret Atwood. Voilà. Trouvaille éditoriale, Toilette pour femmes, donc le best-seller de Marilyn French, traduit par Philippe Guillon, c'est ça? À l'époque, tout à fait. À l'époque, et ça sort le 20... Et révisé, pardon. Par Sarah, pardon, son nom m'échappe, mais... on le mettra peut-être en note. Et ça sort le 21 mars 2024, et j'espère qu'on en parlera beaucoup, parce qu'effectivement, moi j'ai regardé aussi sur Internet, j'ai vu qu'au moment de sa mort, à Marilyn French, il y avait beaucoup d'universitaires qui avaient publié des textes à son sujet. Donc il y a une sorte de déjà là d'intérêt pour cette autrice, et puis elle a été best-seller, donc peut-être que voilà. Et ben on espère. On croise les doigts. Un 4e livre. Oui, alors là c'est une petite avant-première, puisque là on était sur des textes entre février et mars. Ou apparaître très bientôt. Exactement. Et là c'est nos textes de rentrée littéraire, qui a un projet assez fou. Mais assez génial. Donc l'autrice, elle s'appelle Sandra Newman. C'est une autrice américaine qui a une 50aine d'années. Elle a bien une dizaine de livres derrière elle, que ce soit des romans, des essais, de la poésie. Elle aussi a une carrière universitaire derrière elle, devant elle en tout cas encore. Et il s'avère que ce texte, qui s'appelle Julia, c'est une réécriture féministe de 1984. Mais pas uniquement féministe, parce que je trouve que c'est toujours un peu simpliste de dire que c'est qu'une écriture féministe, surtout qui a été commandée, validée par les ayants droit d'Orwell. Donc c'est un projet très sérieux. Je veux dire, elle s'est pas dit, tiens, je vais juste m'amuser à reprendre le monde légèrement chargé de 1984, ce qui aurait voilà. Une initiative, mais c'est vraiment suite à une discussion avec l'Estate, et donc c'est validé, estampillé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que elle était publiée chez Grove pour ses précédents romans, mais là aux États-Unis, Grand A en Angleterre, mais là pour le tout dernier, elle a été publiée par l'éditeur américain d'Orwell. Donc vraiment dans cette volonté que ce soit un roman miroir. Et donc Julia,
Julia, en fait, c'est, pour ceux qui ont lu 1984, c'est l'objet de l'amour de Winston, c'est la femme, enfin, d'amour, de désir, parce qu'est-ce qu'on peut parler d'amour dans ce monde malheureux de 1984, c'est toute une question. Mais elle n'existe pas, en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de corps. Alors, elle n'a clairement pas de corps, ou elle n'a qu'un corps, tout dépend de quel point de vue on se place. Et 1995, j'avais jamais pensé à ça, très honnêtement, avant de lire le roman. C'est un monde éminemment masculin. Anguleux, masculin. Il n'y a aucune problématique féminine dans ce livre. Et en fait, ce qu'elle a fait qui est assez génial, c'est que donc elle a réécrit l'intégralité du roman à travers le point de vue de Julia. C'est-à-dire que finalement, on est comme dans 1984 en caméra embarquée, mais à travers les angles morts. Puisqu'il va être forcément sujet de maternité, il va avoir sujet de menstruation, il va avoir sujet de tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on vit en tant que femme dans ce monde-là? Et surtout, ce qui est génial, c'est aussi que quand on a la vision fantasmée de Winston qui fantasme Julia, et elle, la façon dont elle le perçoit lui, comment elle décide en fait un peu de s'enamouracher de lui parce qu'elle a un peu pas grand-chose d'autre à faire, entre guillemets, hormis travailler dans son département de fiction et continuer à réparer la machine qui, évidemment, pour ceux qui connaissent l'univers, est là pour promouvoir cette abomination politique. C'est la façon dont elle se joue de ça, elle se joue des attentes du lecteur, elle recrée tout l'univers de la novlangue avec des nouveaux termes du coup qui vont émerger, qui sont assez intéressants. Et donc il y a des questions de traduction absolument délirantes. Donc c'est Hélène Cohen qui traduit magnifiquement. Et donc en effet, il y a eu, comme vous le savez, plusieurs traductions de 1984 en France qui font référence. Donc étant donné qu'elle s'amuse justement à aller recréer cette novlangue en fonction, la traductrice elle-même a été piochée dans différentes traductions et a proposé, inventer des choses. En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un bon exemple, je trouve, de... pour ça que je ne voudrais pas simplement le caricaturer en disant c'est juste une réécriture féministe. C'est vraiment, je crois que les Américains ont appelé ça un roman compagnon. Et je trouve que c'est une bonne vision de la chose parce que c'est simplement l'éclairage différent, féminin-féministe, de l'œuvre d'Orwell, qui malheureusement, et on l'a vu récemment, elle aussi continue à avoir un écho très important aujourd'hui. En parlant de langue, on a reçu une question de Claudine. Chaque maison a-t-elle sa méthode pour genrer? Alors, si je comprends bien cette question, ça peut être une question liée au choix peut-être d'écriture inclusive au sein. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut interpréter cette question. Moi, c'est une question qui m'intéresse. Comment vous faites pour choisir? Est-ce que c'est en fonction des livres? Est-ce que c'est l'auteur-autrice qui choisit pour intégrer une écriture inclusive peut-être dans vos livres? Marianne, peut-être? Je trouve étrange la question comment genrer. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. J'avoue que j'ai donné ma version de la question. Est-ce que sur l'écriture inclusive, comment vous faites pour prendre vos décisions? C'est toujours une discussion avec l'auteur. Voilà. Donc il y a des autrices qui directement écrivent complètement en écriture inclusive. Il y a celles et ceux qui font une espèce de compromis. Donc on en discute avec la correctrice, qui elle-même a un point de vue. Donc c'est l'objet comme ça d'échange et on se met d'accord sur le niveau, entre guillemets, de l'écriture inclusive. Et je pense que c'est un processus qui va prendre du temps. Ça va être long d'arriver à se mettre d'accord sur une langue partagée qui pour autant ne soit pas alourdie de façon pénible. Mais je pense que c'est une réflexion tout à fait nécessaire. Et je vois bien comment ce bricolage, c'est le cas chez nous, hein, peut-être que vous avez, vous, une formule plus au point, combien ce bricolage est intéressant. Alors, en revanche, quand on traduit de l'américain, par exemple, ce qui est en train de se produire dans un livre dont je parlerai tout à l'heure, là, c'est beaucoup plus normé, à tout point de vue. Et donc là, on est obligé de marcher dans des cadres extrêmement balisés. C'est-à-dire, vous pouvez...
tout mot peut être suspect ou mal compris ou mal interprété ou casse-gueule. Donc voilà, il y a une espèce de grilles qui sont mises au point, une espèce de je sais pas comment dire, de guidelines, mais on a du mal à s'y retrouver. Donc ça, c'est le côté... Mais bon, c'est très américain, cette hyper-normalisation. Donc on la vit pas forcément bien. Mais quand on traduit. Donc on respecte le premier jet. Moi, je pense qu'il va y avoir encore une période de... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux, de transition, de bricolage dans le bon sens du terme, puisque de toute façon, la langue, elle est tout le temps vivante, elle est tout le temps en train d'évoluer. Et il me semble même que l'exaspération à laquelle on a eu droit au début, de façon en fait assez réactionnaire, trouver ça insupportable, etc. J'ai l'impression que ça s'est calmé et que petit à petit on marche vers une nouvelle forme d'écriture inclusive, oui. Et on accepte peut-être justement le caractère réjouissant de ce bricolage de plus en plus. Enfin, en tout cas, j'ai aussi cette impression. Camille, c'est toujours un travail avec l'auteur. De toute façon, c'est une discussion. Voilà, l'idée, c'est aussi de respecter l'œuvre de l'auteur, le message aussi. Ça peut tout à fait être aussi un outil d'écriture inclusive pour faire passer des messages. Donc, il y a toute une réflexion à avoir aussi là-dessus et sur l'usage et le bon usage de la chose. Voilà. Après, l'écriture inclusive, en effet, c'est vraiment un sujet qui pose beaucoup de problèmes à certaines personnes. Après, il faut arriver à trouver un compromis qui soit un compromis à la fois logique au niveau de la langue, parce que la langue a quand même une histoire, les mots veulent dire des choses, nos origines latines, grecques, etc. Donc il y a des choses, on va dire, à respecter pour pas non plus faire n'importe quoi, si j'ose dire. Mais en effet, la langue est toujours en évolution, en perpétuelle évolution, donc il faut l'accompagner, mais il faut l'accompagner intelligemment. Et je pense que le rôle des livres aussi, c'est ça, et de trouver un bon compromis et une évolution qui permettent de faire les choses bien. Voilà, de ne pas faire n'importe quoi, d'aller trop vite. En tout cas, vous aussi, chez Beta Publisher, vous bricolez, entre guillemets, avec les auteurs-autrices. Ouais, vous n'avez pas forcément un code très strict de départ. On n'a pas de code de départ. Après, ça dépend vraiment de la volonté de l'auteur ou l'autrice, et où elle me dit, voilà, moi, je veux vraiment écrire en inclusif parce que c'est pour moi très important dans le livre, dans le message que je veux faire passer. Il n'y a pas de souci, on en discute, il n'y a pas de problème. Après, nous, comme on fait des romans la plupart du temps dans notre hors collection féministe, la question, pour l'instant, c'est pas foncièrement posée. Voilà, que ce soit chez les femmes autrices ou chez les hommes auteurs. La question, c'est pas foncièrement posée, mais nous, on n'est pas du tout fermé à la chose, il n'y a pas de problème. Voilà, ça se travaille. Claire, chez Pavillon? Pareil, non, chez Robert Laffont, il n'y a pas forcément de code absolu. C'est-à-dire, déjà, ça dépend. Alors, dans la maison en général, en plus, il y a énormément d'éditeurs et de collections différentes. Donc, évidemment, en fonction des sujets abordés, etc., chacun a un peu son code de conduite et son envie et sa marque. Et puis, par rapport à cette question. Et je pense qu'il y a des auteurs, des autrices sur lesquelles c'est une évidence et d'autres non. Alors moi, je fais essentiellement de la traduction. Donc de fait, j'ai moins la discussion directe avec l'autrice ou l'auteur, mais de fait, j'ai quand même le prisme évidemment du texte qui est premier. Donc par exemple, quand on a publié récemment un guide d'écriture poétique de Rupicor, par exemple, et qu'elle s'adresse au lecteur, et qu'évidemment en anglais, il n'y a pas de genre, on a fait le choix cette fois-ci, par exemple, d'utiliser une forme d'écriture inclusive, parce qu'on s'est dit, de fait, c'est logique par rapport aux propos et par rapport aux idées de l'autrice. Parfois, on doit quand même faire ce choix-là, mais je dirais qu'on n'a pas de code absolu. On n'est pas fermé du tout à la question, mais en effet, il n'y a pas 1000 exemples récents qui se sont posés sur l'utilisation de l'écriture inclusive. Rapidement, peut-être, Claire, vous vouliez présenter aussi quelques livres jeunesse. Oui, je voulais juste dire, alors ça c'est le travail de l'équipe chez Robert Laffont, notamment de Elsa White, qui est éditrice du Young Adult, mais je pense que c'est intéressant de noter aussi que, évidemment, toutes ces questions de genre, de féminisme, elles émergent aussi, elles émergent pas, elles continuent plutôt dans tout ce qui est aussi littérature jeunesse ou à destination des adolescents ou des jeunes adultes. Et dans la collection, la très belle collection R, on a comme ça aussi des auteurs qui se sont emparés de thématiques. Alors il y a, je pense que là, si j'ai bien compris, que j'ai 95 ans, les visuels s'affichent sur vos écrans actuellement. Mais par exemple, dans No Kids, on a quand même l'histoire de cette jeune militante écologiste qui va se retrouver enceinte par mégarde
et qui va devoir avorter tout en découvrant le journal intime de sa grand-mère qui fut une militante féministe. Donc on a quand même 3 thématiques extrêmement importantes, le féminisme, l'écologie et l'engagement et l'avortement. Enfin voilà, donc pourtant voilà, dans un livre pourtant au contraire à destination des jeunes lecteurs, des jeunes adultes. On a le second roman qui est quand même aussi sur le sujet de l'émancipation féminine, puisque l'autrice imagine des héros qui sont des femmes qui doivent se travestir en hommes pour échapper au désir, on va dire, étouffant de la gente masculine. Donc comment le travestisme permet l'émancipation. Et puis dans le très beau roman d'Arnaud Catherine, on a un personnage transgenre. Voilà, donc je pense que c'est 3 exemples qui montrent aussi comment dans la littérature young adulte, on a aussi cette volonté, après qui est aussi une volonté, je pense, d'Elsa, l'éditrice, de parler de ces grandes thématiques du féminisme et d'éveiller les consciences le plus tôt possible. Et Mulan aussi, qui est très cool. L'histoire de travestissement, c'est Mulan. On peut penser à Mulan aussi. Oui. Merci Claire. Donc No Kids de Julie Ray, Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier et Arnaud Catherine, Les Nouvelles Vagues. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup. N'hésitez pas, je le rappelle, à poser vos questions. Hein, je les relais au maximum. J'espère ne pas avoir transformé la question de Claudine, mais que Claudine n'hésite pas à nous dire si j'ai transformé sa question. On poursuit avec vous, Marianne Théry, puisque donc les éditions textuelles fêtent bientôt leurs 30 ans. C'est pourquoi vous passez après. Vous avez été, vous l'avez dit tout à l'heure, l'élève de Michel Perrault. Comment le féminisme est apparu dans votre vie d'éditrice, en fait, et comment ça s'est construit? Quels ont été les jalons des éditions textuelles? Alors, comme je le disais, oui, j'ai eu la chance d'avoir Michel quand elle était jeune historienne, entre 77 et 80, et enseignante en histoire à Jussieu. Donc, comme j'étais déjà depuis des années, impliquée dans un féminisme, créant des groupes femmes au lycée, à la fac, etc. C'est mon seul militantisme. Hein. Je n'ai jamais été encartée nulle part. Bien sûr, la rencontre et le travail de Michel Perrault et d'Arlette Farge ont été très importants. Et ensuite, le féminisme, comme je le disais, a toujours été présent dans notre catalogue depuis le début, sous toutes sortes de formes, et on ne l'a pas encadré dans une collection. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, si c'est un choix volontaire. Je vous ai parlé des premiers livres, mais comme ça, la question de l'homosexualité, la question des luttes, la question des genres, c'était en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez de la sortie de Mauvais Genre, des travestis à l'occasion d'un siècle de photographie amateur par le si bon réalisateur Sébastien Lifshitz. Donc c'était sa collection et qui a permis de faire une exposition aux rencontres d'Arles. Mais bien avant, on avait publié ce très bon livre oublié on en a publié un deuxième, je ne suis pas arrivée à le retrouver, d'un certain Jacques Fortin, pile en 2000, Homosexualité, l'adieu aux normes. Et là aussi, c'était très pionnier comme démarche. Il y a eu ce film, ce livre de Mauvaise fille, qui reste un de nos best-sellers. Donc c'est le livre de Véronique Blanchard et Mathias Gardet. Je pense on l'a sorti en 2016, je crois qu'on est à 8000 exemplaires aujourd'hui, donc c'est un livre qui sort régulièrement, un beau livre entre guillemets, hein. C'est sur la question de la justice appliquée aux femmes et aux femmes mineures, 19e, 20e siècle. C'est assez effrayant, c'est assez édifiant. Ça fait partie des livres d'archives qu'on aime bien publier à Textuel. Et puis des essais, Pauline Delage qui écrivait en 2018 « Droit des femmes, tout peut disparaître ». Je pense que cette alerte reste valable. On le voit partout. Avec Antoine Didier, un livre qu'il faudrait qui est épuisé, parce qu'il y en a pas mal qui sont épuisés, non pas qu'on réédite, mais qu'on recomplète. C'est pour ça que j'hésite un peu, qui était
les archives des mouvements LGBTQI++, donc une histoire des luttes de 1890 à nos jours. Et ce livre-là a bien marché, il est épuisé, et aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont apparues. Donc, il faudrait le compléter. Je ne vais pas tous vous les citer. Pauline Delage, à nouveau, avec Fanny Gallo, qui avait fait un point sur le féminisme dans le monde au travers de 23 récits de révolution au plan planétaire. Donc, ça, c'était plutôt du côté des essais. Ah oui, j'ai oublié de citer Michel. Donc, la première édition, c'était en 96. Donc là, c'était vraiment le tout début de ma maison. La place des femmes, une difficile conquête de l'espace public. C'était à la fois un entretien, mais illustré. Ça fait partie aussi des démarches qu'on aime bien. Je me souviens qu'elle disait un homme public, c'est l'honneur. Une femme publique, c'est la honte. Elle a toujours l'art de formule qui résume bien les choses. Delphine Gardet avec l'histoire politique du clitoris, une première édition en 2019. Excellent bouquin, excellent petit livre, ciselé. Plus récemment, La Panic Walk, Anatomie d'une offensive réactionnaire par Alex Mahoudeau, dont c'était à l'époque le premier ouvrage. Et je ne sais plus du tout ce que j'ai mis comme bouquin dans la projection. Vous les avez dans l'ordre? En tout cas, pour résumer, vous avez vraiment créé votre propre maison, donc il y a bientôt 30 ans, avec ce combat au cœur et sans justement le mettre dans un catalogue ou dans un label féministe. C'est vraiment... c'est crucial pour vous et c'est au cœur de vos livres depuis le début. Voilà, ça a toujours été présent. On a quand même connu ces foutues années 90. Je me souviens d'une fille qui était comptable chez nous à l'époque et qui avait dit à ma sœur, qui était directrice artistique, je sais pas, on déjeunait, on mangeait un sandwich, on grignotait, et tout d'un coup, elle la regarde, elle dit « Mais t'es féministe ?» Alors lui se répond bah, « Oui, bien sûr ». Et la fille, elle dit « Oh, quelle horreur !» Voilà. Et donc, on a connu cette époque voilà, où c'était quand même... Au moment où vous avez fondé votre maison, donc dans les années 90, le féminisme était très ringard, il faut le rappeler. Enfin, c'était... Tout à fait. Et mais bon, il y avait quand même un certain nombre de têtes pensantes qui allaient à contre-courant. Mais ce qu'on connaît aujourd'hui, le féminisme a quand même franchi, il me semble, une étape bien plus importante aujourd'hui. Même si, dans certains pays du monde, et même aussi chez nous, on le voit sur les questions d'avortement notamment, rien n'est jamais acquis. Mais vous pourriez me dire les bouquins. Alors, le premier, donc vous nous présentez 5 livres, 2 livres qui paraissent bientôt et 3 aventures éditoriales très fortes des dernières années. Le premier dont vous avez prévu de parler, c'était Les féminismes, une histoire mondiale, 19e et 20e siècle. Voilà, donc c'est ce bouquin-là qui doit donc apparaître aussi à l'écran. On les appelle les petits gros chez nous, parce que c'est un gros livre en termes d'épaisseur. Qui fait, je vérifie, 320 pages, et donc qui réunit le travail de 37 autrices sous la direction de 2 directrices d'ouvrage françaises, Françoise Thébault et Yannick Ripa, mais qui donc est la première histoire des féminismes au pluriel, 19e, 20e siècle, même si on commence à la Révolution. Voilà. Et déjà, c'est construit par récits, une centaine, un peu plus que 100. D'ailleurs, on a mis 100 en 4e de couverture parce que ça fait plus joli, mais je crois que c'est 103 ou 107. Des récits courts par toutes ces historiennes qui traversent et qui déjà l'histoire mondiale du féminisme et déjà mettent à mal l'idée que le féminisme serait avant tout un combat occidental. Ça n'est pas vrai. Donc c'est très intéressant de découvrir le combat des pionnières dans d'autres régions du monde. C'est même renversant
dans certains pays, comment des Indiennes ont très vite croisé la question de domination sociale, de caste, et par ailleurs de victimes de la domination patriarcale. Combien les néo-zélandaises, je ne sais plus combien d'années avant, je regarde la 4e de couverture, 1893 le droit de vote. La Constitution où elles ont tous signé un document qui fait 170 mètres de long avec toutes leurs signatures pour que les femmes aient le droit de vote. Ah non, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, bien sûr, c'est aussi l'hétérogénéité des luttes, la variété des actrices. Donc c'est aussi un livre qui est plein de portraits, de rencontres, de points de vue, d'explications, donc toujours avec ce fameux pluriel tellement important à comprendre. Le féminisme n'est pas une doctrine, et ça c'est toujours nécessaire de le rappeler, notamment auprès de ceux qui le critiquent, mais ce sont des idées, des réflexions, des pratiques, des luttes dont il est très intéressant de connaître l'origine, de s'inspirer aujourd'hui. Je pense que c'est une lecture très stimulante, d'autant plus qu'elle est très illustrée par des archives. La visibilité des archives, elles sont parfois moches, hein, ce n'est pas que des jolies images, mais des affiches, des couvertures de livres, des extraits de presse, des caricatures antiféministes. Ça donne aussi la dimension, l'épaisseur, le sens de ces combats. Et il est question aussi bien de personnalité, de portraits, donc de rencontres avec des femmes incroyables, que aussi, depuis longtemps, des connexions internationales, des liens entre les féministes, la création d'institutions qui vont jouer un rôle très important, et donc une construction sur laquelle les femmes se sont appuyées pour lutter contre le patriarcat, qui reste un combat, évidemment. Est-ce qu'il est nécessaire de citer l'Afghanistan ou l'Iran ? L'Iran, dont j'aurais bien aimé parler, mais je ne sais pas s'il est dans ma liste là, non, hein, l'espace vital. Non. Alors je vais quand même en profiter pour en parler, voilà, pour sortir du... Pardon, hein, je vais être rapide. On a publié maintenant, il y a 1 an et demi, au début de l'année dernière, un livre qui s'appelle Espace vital et qui présente une trentaine d'œuvres de femmes photographes iraniennes aujourd'hui. Évidemment, c'était au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Bizarrement, parce que très souvent, nos livres de photos, on les prévoit assez en amont et on cherche des potentielles expositions qui pourraient accompagner leur sortie et dont ils pourraient devenir le catalogue. Je n'ai pas trouvé... de lieu qui veuille exposer ce travail magnifique. Il a eu une presse de dingue et finalement on l'a très bien vendu, très bien pour un beau livre. On a vendu environ 2000 exemplaires de ce bouquin. Il est bientôt épuisé et j'ai d'autres projets avec Anaïta Gabayan qui l'a dirigé et qui a créé la première galerie photo à Téhéran. Mais galerie qui est aujourd'hui fermée. Voilà, et Anaïta, comme toutes les photographes de cet ouvrage, ont pris des risques énormes qui leur sont reprochés aujourd'hui simplement pour leur féminisme. Donc voilà comment aussi la façon dont l'art peut être l'expression artistique, qu'elle soit documentaire ou purement artistique, peut être riche de messages. Et en plus, ce qui est très intéressant dans leur boulot à toutes, c'est qu'elles sont, bon, bien sûr inspirées d'une culture iranienne très empreinte de poésie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, j'y suis allée plusieurs fois, qui est commun à toute la société, mais aussi l'art de contourner la censure. Et donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre comment les messages passent, et d'une façon parfois subtile et
qui rend leurs œuvres encore plus vibrantes, encore plus intéressantes. Voilà, j'ai fait ce petit détour par ce livre-là, mais après j'étais vous C'était paru à quelle date? Au début, je ne sais plus, 23 ou 22, 23, il y a un an. Et comment vous comprenez, comment vous comprenez la difficulté de trouver un lieu pour... parce que j'ai l'impression que c'est un processus que vous avez mis en place et qui est assez systématique. Et là, vous avez trouvé une difficulté pour trouver un lieu qui expose... Des difficultés. Je ne sais pas si j'avais prévu de parler de l'histoire mondiale des femmes photographes. Oui. Oui. Il est dans les... Oui, il est dans votre liste. D'accord. C'est le bordel, pardon, mes notes. Oui, d'ailleurs. Mais vous avez aussi trouvé des difficultés à ce moment-là. Donc peut-être que vous allez en reparler... Je rappelle juste les deux titres que vous venez d'évoquer et vous allez peut-être me répondre sur les difficultés de trouver des lieux et peut-être aussi des soutiens financiers et des cadres dans lesquels publier vos livres. Donc Les féminismes, une histoire mondiale 19e siècle, 20e siècle, sous la direction de Françoise Thébault et Yannick Ripa, 6 mars 2024. Tout bientôt, dans quelques jours. C'est un livre qu'on est très nombreux et nombreuses à attendre. Je pense que c'est vraiment un livre qui manquait. Et donc, le livre dont vous venez de parler, je vous laisse rappeler le titre. Espace vital, les femmes photographes iraniennes. Et maintenant, vous nous parlez des femmes photographes japonaises de 1950 à aujourd'hui, sous la direction de Pauline Vermar. Et donc... ça, c'est une parution à venir, puisqu'il fallait aussi parler des projets. Donc ça, c'est 2024. Voilà, il va sortir pour les rencontres d'Arles. Donc, c'est d'abord une histoire de livre avant de devenir un projet d'exposition. Et c'est très bien comme ça. On l'édite en coédition avec les éditions Aperture à New York, aux États-Unis. Excellent éditeur de photographie et grand maître. C'est vraiment une des principales maisons d'édition de photos. Et ce sera l'objet d'une grande exposition à Arles, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'il y a en France un vrai goût pour l'écriture japonaise, la photographie japonaise, la cuisine japonaise, mais les grands noms qu'on peut citer, ce sont des hommes. Et donc là, avec cet ouvrage, on va faire découvrir, mais vraiment découvrir, un grand nombre d'artistes extrêmement intéressantes, avec une écriture parfois dérangeante, je veux dire écriture dans leur style photographique, mais très très belle aussi. C'est un livre avec près d'1 million de signes, donc c'est un livre extrêmement documenté, avec une grande partie de portfolio où on découvre les œuvres, mais aussi des essais qui nourrissent la réflexion, et une partie d'ailleurs aussi très intéressante sur les publications, donc comme une bibliographie mais illustrée, de revues, de livres, quand elles ont réussi à se faire éditer, à être publiées. Il contient aussi la réédition de textes anciens ou des entretiens avec des femmes photographes japonaises. J'espère qu'il deviendra un livre de référence, en tout cas c'est son ambition. C'est un énorme travail de recherche. Je dois dire qu'il a été soutenu par Kering, de par leur programme Women in Motion, pour défendre les femmes artistes, programme en partage avec les rencontres d'Arles qui nous soutiennent aussi dans cette aventure. Il faut savoir que c'est des risques énormes, tout ça coûte abominablement cher à produire, et bon, voilà, il faut espérer qu'il trouvera son public, mais en termes d'aide, par exemple, le précédent, l'histoire mondiale des féminismes, nous n'avons pas eu l'aide du CNL. Et pour moi, c'est incompréhensible. Voilà, il y a une quarantaine de signatures d'historiennes de par le monde. Plus académique que ça ne l'est pas dans le ton, bien sûr, parce que nous, on travaille presque toujours avec des chercheurs, des universitaires,
à qui on fait faire un petit chemin, non pas vers la vulgarisation, mais vers un ton qui parle à un large public. Et d'ailleurs, les autrices, les auteurs le font extrêmement volontiers. C'est un gros boulot d'accompagnement. Mais c'est vrai que j'ai été très surprise de ce refus, qui rend cet ouvrage très risqué. Je ne vous dis pas à quelle hauteur est le point mort, parce qu'il est haut. Donc j'espère qu'on le réimprimera, mais la mise en place est excellente. Donc ça nous fait très plaisir. La mise en place est très bonne et je ne sais pas si j'avais prévu de vous parler d'une histoire mondiale des femmes photographes. Alors avant ça, on va faire un détour par un autre. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de livres féministes écrits par des hommes, mais vous avez un contre-exemple. Ah oui. Ah ben oui, ça c'est génial. C'est Francis Dupuy-Derry, qui est canadien, qu'on avait déjà précédemment publié, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les hommes et le féminisme ». Mais ce qui compte, c'est le sous-titre. Le sous-titre est assez génial. Donc, « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés ?» Point d'interrogation. Voilà. Et donc, ça donne le ton, à la fois sérieux et drôle. Il a ce talent d'être un livre très documenté, avec beaucoup de références, de citations, pour être le plus concret, le plus précis possible. Et il s'inclut lui-même d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, dans le rôle parfois du poseur, si ce n'est du faux ami. Mais je pense que c'est un allié sincère. Et on l'a déjà réimprimé 2 fois, c'est un livre qui marche très bien. On l'a sorti à l'automne dernier. Oui, on s'était dit que ça pourrait être un cadeau de Noël. Et voilà. Pour l'oncle. Oui, c'est ça. Cadeau pour le repas. Donc, mais ça a été le cas. Donc ça a bien marché. Voilà. C'est toujours dans la petite encyclopédie critique où j'ai cité un certain nombre des essais que nous publions, où notamment on avait publié l'histoire politique du clitoris par Delphine Gardet. Donc, Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés de Francis Dupuy-Derry, c'était donc en octobre 2023. Et vous nous parlez aussi de Casa Susanna, ça c'est un livre qui était paru en 2023, en juillet 2023, l'histoire du premier réseau transgenre américain. Voilà, donc ça c'est un très beau travail au départ d'Isabelle Bonnet, qui est une historienne d'art avec qui on avait déjà la chance de publier, et qui avait connaissance de ce fonds incroyable qui au départ a été trouvé. Après, il y a une longue histoire où a fini par atterrir ce fonds, mais au départ, c'est sur un marché aux puces et un stock d'images d'hommes travestis en femmes. Donc, évidemment, des photos amateurs, mais grâce aux recherches qu'a menées Isabelle, elle a remonté toute l'histoire de ce réseau qui était un véritable réseau d'hommes qui se réunissaient chez l'un d'entre eux, chez l'une d'entre elles, à la Casa Susanna, à des temps variés, un week-end. Parfois, leurs femmes, ils étaient tous mariés, ils avaient tous une vie d'hommes, plus ou moins confortable, plus ou moins bourgeoise, et certains partageaient, d'autres pas. Pour d'autres, c'était difficile, mais il faut se rappeler que c'était à une époque où, aux États-Unis, l'homosexualité était punie de façon extraordinairement violente. Même si ces hommes n'avaient pas pour ambition de revendiquer une homosexualité, ils avaient avant tout le plaisir, le goût, le choix de faire apparaître la femme qui est en eux, la fille de l'intérieur. C'est une très jolie expression, je trouve, la fille de l'intérieur. Et pour ça, ils avaient une revue, Transvestia,
dont on a publié en facsimilé quelques-unes des couvertures, et dont évidemment Isabelle Bonnet a largement étudié, analysé, parce qu'on avait là à la fois des récits, des questions, des débats. Quand sont arrivés les années 70, finalement, ils ont été un peu déstabilisés, parce que leur plaisir, c'était aussi d'être la femme bourgeoise classique. Et donc, vous seriez très étonné, je ne sais pas si vous avez pu feuilleter le livre ou voir l'expo, vous seriez très étonné, l'ambiance n'est pas du tout sexe et provoque, mais pas du tout. Au contraire, c'est de ressembler le plus possible. Et d'ailleurs, il se donne beaucoup de conseils. Il y en a dans la revue Transversia, sur la façon de tenir ses jambes quand on est assis. Bref, comment une femme bien doit se tenir et comment ils peuvent ainsi exprimer leur fille de l'intérieur. Je l'explique un peu rapidement parce qu'il y a pas mal de textes qui aident à comprendre cette aventure magnifique, émouvante et très intéressante, parce que leur principale activité, c'était quand même de se photographier. Donc, elle laissait un fond énorme qui, aujourd'hui, est à Lago, grand musée d'art contemporain, grand musée d'art je cherche la ville, à Toronto. Et Sophie Hackett, qui est aussi co-autrice du livre avec Isabelle Bonnet. C'est ensemble, Sophie Hackett, donc conservatrice à Lago, c'est ensemble qu'elles ont construit ce livre et l'exposition qui a eu lieu à Arles l'été dernier. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès et surtout, et aussi, je ne sais pas comment dire, a inspiré un film à Lifshitz. Donc on revient à Sébastien Lifshitz et c'est grâce à l'enquête qu'avait menée Isabelle Bonnet, parce qu'elle a réussi à retrouver quelques anciens qu'ils ont donc pu aller interviewer, ce qui donne évidemment une dimension supplémentaire à ce qui semble avoir été le premier réseau transgenre. Voilà. Grande histoire éditoriale. Un dernier livre que vous évoquez et qui est vraiment très très important pour vous, une histoire mondiale des femmes photographes sous la direction de Luce Lébar et Marie Robert, qui était sorti donc en novembre 2020, mais il y a beaucoup à dire sur ce livre. On vous écoute. Ça, c'est une aventure. On s'est dit avec Manon Lenoir, qui est directrice éditoriale à Textuel, on s'est dit plus jamais ça, puisque ce livre, qui avait pour ambition, et il y est parvenu, voilà, de mettre en valeur non seulement les photographes occidentales, mais aussi, bien entendu, les photographes non occidentales, dans un véritable tour du monde. Donc, imaginez le truc, 160 co-autrices de par le monde, toutes chercheuses, universitaires, historiennes, donc en leur demandant des textes assez courts, mais aussi en leur demandant conseil pour le choix des œuvres. Imaginez le travail iconographique de défendre 300 œuvres de 300 femmes photographes, avec soit des estates, soit avec les ayants droit, qu'on appelle les estates, soit avec les photographes elles-mêmes lorsqu'elles étaient encore là. Ce fut un travail véritablement titanesque et en plein confinement. Ok ? Donc, on sort le combien ? Le 20 novembre, alors, 4 novembre 2020. 4 novembre 2020. 4 novembre 2020, vous vous souvenez, c'était le jour précisément de la fermeture des librairies et du début du click and collect. Super timing. Super timing, et le livre avait été tellement cher à produire qu'on n'avait pas pu en faire moins de 6000 exemplaires. 69 €, on voit ça. Moi, j'étais déjà confinée dans le Midi, j'appelle Manon, je lui dis, écoute, on va se planter, ce livre va nous tuer probablement, mais sache que je ne regrette pas. Voilà.
Trop contente, très beau travail. Et puis, 2 jours après, je regarde les chiffres que nous envoie UD, le distributeur, et je vois un nombre de sorties absolument absurde. Et j'appelle la chef des ventes pour l'engueuler. Quand même, Nelly, tu pourrais regarder un peu. Il y a encore un bug. Là, voilà, bien sûr, hier, on aurait vendu 700 exemplaires du livre. Elle m'a dit, mais c'est vrai. Et donc, on s'est retrouvés épuisés. Donc, nos 6000 exemplaires, il y en avait quand même un certain nombre qu'on avait gardé pour les autrices. Donc, 5600, 5700 sont partis en 10 jours ouvrables. D'accord? Moi, je n'ai pas acheté de beaux livres à cette époque, parce que moi, j'aime bien les feuilleter, les regarder. Un engouement ultra rapide. Et donc, on a été épuisés très vite. Donc, on a tout de suite relancé une impression, mais le temps de racheter le papier, à Noël, il nous en manquait. Donc, la réimp est arrivée début janvier. On s'est dit, merde, début janvier, pas génial, 4000 ex. Il n'y en avait plus fin janvier. Donc voilà, réimpression, etc. Aujourd'hui, on en est à 13 500 exemplaires, je crois. Beaucoup d'autres livres sont sortis depuis sur les femmes artistes. Le succès de celui-ci tient peut-être au fait que c'était peut-être un des premiers, mais pas complètement le premier, sur ce sujet qui venait combler un manque éditorial réel. Et qu'il était bien construit, vivant, très agréable à lire. Voilà, donc une belle histoire dont les éditeurs ont besoin une fois de temps en temps. Et vous avez eu beaucoup de relais de journalistes, enfin, est-ce qu'il y a Oui, il y a eu beaucoup de presse. Oui, il y a eu beaucoup de presse dès le départ, télé, radio, vraiment. On a eu beaucoup de presse et on n'avait pas eu l'aide du CNL. Et là, franchement, j'ai essayé de remonter. Bon, c'est scandaleux en fait. C'est scandaleux, franchement, voilà. Et ça s'est renouvelé récemment. Donc, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a là derrière des décisions de l'ordre du masculinisme, de ceux qui traitent les dossiers. Je pense qu'il y a aussi, parce que je pense que le CNL, ça lui arrive de défendre des bouquins féministes, donc je pense que l'autre problème est que le CNL ne sait pas bien quoi faire de nos livres où il y a du texte et de l'image. Voilà, donc ça, ce sont des ovnis sans être des livres d'histoire de l'art au sens traditionnel du terme. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté pour appréhender cela, mais c'est quand même important de le citer. Donc un certain manque de soutien difficile à comprendre, mais en tout cas vous avez donné quelques pistes de la part de certaines institutions. En revanche, un vrai soutien très fort de la part des lecteurs et lectrices qu'on peut vraiment constater et qu'on souhaite voir continuer comme ça pour toutes les trois. Il faut quand même que je dise une petite chose. On a quand même eu des aides du ministère de la Culture par d'autres voies et l'aide de Kering, toujours via le programme Women in Motion, en collaboration avec les Rencontres d'Arles. Sans eux, ça n'était pas faisable du tout. Mais c'est des investissements. Je pense que ce livre-là, non, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on était à 180 000 € sans temps passé. Ok. Donc, non, pardon. Non, je dis peut-être une bêtise, parce que côté chiffres, je peux en dire. D'autres aussi, d'ailleurs, je peux en faire. Bon, en tout cas, ce sont des livres très, très ambitieux, évidemment, très coûteux et qui demandent évidemment du soutien. Mais peut-être que le soutien arrivera justement à partir du moment où les lecteurs et lectrices sont là à ce point. On doit avancer. On a un petit peu de retard, mais je crois que c'est admis d'avoir une petite dizaine de minutes de retard. Non, 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 justement. Je dis ça justement pour que vous n'ayez pas à vous presser, Camille. Donc, Camille de Decker, directrice fondatrice de Beta Publisher, qui est une toute jeune maison qui date de 2016. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà l'histoire de cette maison et puis de la façon dont les questions de genre ont assez rapidement irrigué vos catalogues? Ouais, alors, donc nous, la maison, elle a 8 ans. Hein, donc vraiment, comparé à vos maisons, à vous, on est loin, on est tout nouveau, tout neuf. C'est un bel anniversaire. Ouais, c'est ça. Âge. Un bel âge, on aura 8 ans le 5 mars.
comme quoi. Voilà, le mois de mars est propice. Et au début, on était vraiment du coup une maison d'édition très axée sur le roman de genre. Donc vraiment que du roman. Donc le roman de genre, ça va être tout ce qui va être policier, fantasy, science-fiction, romance, ce genre de choses, voilà. Et en fait, la question du genre et du féminisme en particulier s'est posée assez tardivement. Alors, non pas que ce ne soit pas des sujets qui nous intéressent dans l'équipe ou qui ne nous intéressent pas dans l'équipe, c'est juste qu'on ne s'était pas positionné particulièrement sur ce thème-là pour faire nos parutions. Et qu'on s'était dit, bon, il y a des maisons d'édition qui le font très bien et qui en parlent très bien. Donc nous, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment y ajouter? Et on n'avait pas vraiment trouvé de valeur ajoutée à ça. Et on s'était dit, bon, on le met de côté et on attendra de voir si un jour l'opportunité se présente. Et elle s'est présentée en 2020. En 2020, on a eu un auteur qui n'était pas du tout dans notre maison d'édition, qui nous a appelés et qui nous a dit, voilà, j'ai parlé à un de vos auteurs sur les réseaux sociaux. Et il nous a dit que c'était peut-être un sujet qui pouvait potentiellement vous intéresser. J'ai écrit une nouvelle sur la violence faite aux femmes, voilà, qui est un peu une nouvelle du point de vue d'un voisin qui entend un couple à côté se battre et puis à la fin ça finit, il entend le SAMU arriver pour sa voisine. Voilà, et il dit voilà, donc moi j'ai écrit cette nouvelle-là, j'ai contacté l'association Solidarité Femmes et il serait OK pour me suivre dans un projet de recueil de nouvelles. Voilà. Donc je dis très bien, mais peut-être que vous avez déjà une maison d'édition, peut-être que vous voulez leur proposer à eux. Et nous disons on l'a fait, mais la maison ne voulait pas s'occuper du recueil en lui-même et de trouver les textes, de faire l'effort de trouver les textes, de s'occuper de toute la mise en page, etc. Il nous avait dit tu reviendras vers nous quand tu auras tous les textes. Et lui, il ne voulait pas que ce soit seulement sa voix qui apparaisse au travers de ce recueil de nouvelles. Et on lui a dit d'accord, très bien, pas de souci, on va s'en occuper. Donc avec l'auteur et avec quelqu'un de l'association, on a fait l'appel à texte sur différents réseaux, sur Internet, et on a reçu à peu près une centaine de textes, divers et variés. Et on n'avait pas précisé si on voulait du témoignage, si on voulait de l'autobiographie, si on voulait vraiment de la fiction ou pas. On avait laissé vraiment le choix libre aux gens de nous proposer leurs textes. Et on en a sélectionné 24. 24 et on a essayé d'avoir vraiment une pluralité à la fois de genre, mais aussi de points de vue sur les violences faites aux femmes, parce qu'évidemment il y a les violences physiques, mais il y a aussi les violences psychologiques, il y a ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après. Et donc avec l'association, on s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on ait une idée globale de tout ça, et qu'on arrive vraiment à englober toutes ces violences-là. Donc par exemple, le recueil de nouvelles commence sur une réécriture de la Bible avec Adam et Ève. Est-ce que si la Bible avait été écrite différemment, est-ce que les femmes aujourd'hui seraient traitées différemment? Voilà, donc c'est un questionnement qu'on peut avoir. Donc on a créé ce recueil de nouvelles. Les auteurs ont abandonné tous leurs droits et nous, on a abandonné aussi notre part sur ce livre pour le reverser à l'association. Donc c'était vraiment un travail pour nous. Voilà, l'idée c'était vraiment de marquer le coup et de se dire voilà, on va travailler pour l'association, pour cette mise en valeur-là. On ne va pas retirer d'argent de cette chose-là, parce qu'on n'en voyait pas foncièrement l'utilité. Et on a sorti ce roman en 2021, enfin ce recueil de nouvelles en 2021. Et à partir de là, la réflexion sur le féminisme, ou en tout cas sur les femmes, s'est arrêtée. Jusqu'il y a quelques mois, où en fait on a fait une compilation de tous les retours de lecture qu'on avait eu de ce recueil de nouvelles. Et on nous a dit, c'est super, vraiment j'ai adoré le recueil, mais j'ai pas pu le finir. Pourquoi? Parce que c'était souvent très dur. Il y avait des récits qui étaient très compliqués à lire, il y avait de la violence, que ce soit psychologique ou physique, et j'ai eu beaucoup de mal en fait à finir les textes. Et voilà, et je trouvais ça dommage, mais en tout cas, bravo pour l'initiative, etc., etc. Et là, on s'est dit, d'accord, donc en fait, il y a quelque chose quand même, il y a un truc qui n'est pas passé. Ou en tout cas, on a loupé peut-être quelque chose dans le format ou dans le ton. Et on s'est dit, c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent au travers de ces nouvelles, et on pourrait vraiment faire en sorte que ces messages passent. Voilà. Donc il y a toute la question de la communication, il y a la personne qui parle, le message et la personne qui reçoit, et il faut arriver à ce que tout reste entier de A à Z sur la ligne de la communication. Et on s'est dit, c'est qu'on peut peut-être parler, alors peut-être pas que des violences, pas se limiter qu'aux violences, parce que c'est quand même des sujets qui sont très durs, mais plutôt prendre le féminisme de manière globale et dire, voilà, on ne va pas se limiter sur un sujet du féminisme, ni sur un style, ni sur que des autrices, ou voilà, on va rester le plus large possible sur le spectre du féminisme, et en même temps rester le plus large possible sur le spectre du format. Donc on s'est dit on va ouvrir une collection, parce que c'était pas foncièrement dans notre ADN au départ de parler du féminisme. Donc on a ouvert une collection à part qui va... Mon premier ouvrage sort le 8 mars cette année. Voilà. Et l'idée c'est d'ouvrir le plus possible le féminisme à la fois sur les thèmes, mais aussi sur les formats.
Avant que vous présentiez vos livres, je note simplement que, en tout cas, moi j'ai regardé vos catalogues, c'est effectivement, vous ne traitiez pas spécialement de féminisme, mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que vous publiez donc des romans de genre qui sont en fait traversés, imprégnés du regard qu'on porte aujourd'hui sur le genre et d'une nouvelle façon de regarder le genre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et donc, sans forcément être estampillé féministe, ni traité spécialement de féminisme, ce qui est le cas de votre nouvelle collection dont vous allez parler, les livres de votre catalogue jusqu'à présent étaient déjà traversés, je pense, par ce regard, en fait. Alors, il y a des textes qu'on a sélectionnés parce qu'en effet, il y a vraiment une notion novatrice de l'inclusivité dans certains genres. Par exemple, la fantasy, plus particulièrement la dark fantasy, où c'est de la fantasy où on va évoquer des thèmes assez difficiles, qui sont souvent marqués par un héros blanc qui sauve le monde tout seul. Et voilà. Et ce sont, on va dire, les grands tropes de la fantasy traditionnelle. Et par exemple, on a une saga de fantasy, Les Trois Gardes, où en effet, c'est vraiment très inclusif parce qu'il y a de l'homosexualité, il y a des femmes qui sont chevaleresses. Voilà. Donc on essaye en effet de trouver de l'originalité dans nos textes. Alors, peut-être pas foncièrement féminisme, hein, voilà, mais dans l'idée d'inclusivité et de casser un peu les codes et les carcans de certains genres, parce que évidemment tous les genres ont des codes. Et l'idée, c'est de trouver la voix ou peut-être le style ou les personnages ou le thème qui va faire que, tiens, ce livre-là, il ressort, il est intéressant et il se détache des autres qu'on a déjà vus. Voilà, donc c'était ça aussi l'idée, c'était un peu l'idée de se démarquer, de faire des choses différemment. Et d'être un peu dans le monde d'après. Alors, vous nous présentez 4 livres qui paraissent. Donc, le premier paraît en mars 2024, Loin du cœur. Donc, c'est une réédition. Ouais, voilà. C'est la réédition. Là, j'ai la première version du recueil de nouvelles. Et donc, du coup, pour l'anniversaire de la collection, pour lancer la collection, on fait 2 parutions. Donc, la première, c'est la réédition de ce recueil de nouvelles-là, où on va redemander à l'association de faire un point sur la préface, parce que c'était la personne qui était en charge, qui était communiquée avec nous, qui avait écrit la préface, qui était une préface très loin des préfaces littéraires, on va dire, qu'on peut retrouver traditionnellement. C'était une préface presque en mode rapport. Voilà aujourd'hui où on en est sur les violences faites aux femmes, voilà ce qui existe, voilà l'état du monde. Aujourd'hui, il y a une femme sur 10 en France qui subit des violences conjugales, 35% dans le monde. Donc c'est toujours un sujet d'actualité, malheureusement. Donc voilà, donc l'idée c'était de refaire une préface, de remettre les choses à jour, et, voilà, et de reproposer ce recueil de nouvelles qui nous semble, qui est à la fois à l'origine vraiment de la collection qui s'appelle À sexe égal, et qui est aussi le point de départ en fait de toute cette réflexion qu'on a eue, nous, après, sur le féminisme et la position de la maison qu'on pouvait avoir par rapport à ce thème-là. Le deuxième texte, ça s'appelle « Le petit guide fun et simple du féminisme pour tous ». Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce texte-là comme premier ouvrage? Alors, c'est pas un roman, pardon, cadeau. C'est pas un roman, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est vraiment un guide de voyage. On l'a pensé sous le format du guide de voyage, par exemple, passer un petit week-end à Lisbonne. Voilà, l'idée là, c'est passer un petit week-end dans le monde mystérieux du féminisme pour s'y retrouver. Et donc, l'idée, c'était vraiment de remettre les choses à plat. Il n'y a pas de regard critique. Il n'y a pas on va dire, voilà, de culpabilité par rapport au lecteur ou ce genre de choses. L'idée, c'est de dire voilà la définition du féminisme, voilà son histoire, voilà les pionnières et aussi les figures masculines qui ont marqué le mouvement du féminisme. Voilà où on en est aujourd'hui et voilà l'état du monde. Et du coup, je me retrouvais aussi pas mal sur les idées, sur du coup le livre apparaître, le gros bébé apparaître chez Textuel, où en effet, nous aussi, on parle par exemple des saris roses en Inde, de la demande de droit de vote en Nouvelle-Zélande, etc. Donc on a pris vraiment des moments importants historiques aux 4 coins du monde et on a fait aussi un état aujourd'hui de ce qui se passait et voir voilà, aujourd'hui comment ça se passe, parce que le féminisme c'est pluriel et c'est aussi très ancré dans les sociétés. Chaque société n'a pas les mêmes problèmes. Les femmes en Inde n'ont pas les mêmes problèmes que les femmes en France, etc., etc., etc. Vraiment, c'est très très particulier, et chaque société a ses particularités. Voilà, donc on a travaillé avec Samantha Fettelson, qui est l'autrice de ce petit guide, qui est venue vers nous et qui nous a dit voilà, je ne suis pas la première des féministes, loin de là, j'ai pas de carte dans un mouvement ou quoi que ce soit, mais j'aimerais vraiment qu'on remette les choses à plat et qu'on voit de quoi on parle en fait quand on parle de féminisme, qu'on arrête d'en avoir peur, qu'on arrête d'avoir des réactions un peu violentes parfois par rapport à ça.
Et vu les réactions qu'elle a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'en parlais en début de webinaire, où quand elle a annoncé la sortie du petit guide et qu'elle a fait un petit réel sur je suis féministe, évidemment que, qui est censé être humoristique, et qu'il y a pas mal de gens des hommes qui l'ont très mal pris et qu'elle a reçu des menaces de mort, c'est qu'il y a encore besoin de travailler sur le sujet, voilà, et de montrer que le féminisme, c'est pas la fin des hommes, au contraire, et qu'il y a toute une partie d'ailleurs dans son guide où elle situe l'homme dans le féminisme et son rôle. Et il y a plein de petits jeux, il y a des quiz aussi, et il y a un quiz notamment qui peut se faire en couple, si vous êtes en couple, où on dit, voilà, chacun répond de son côté à des questions sur la répartition des tâches. Est-ce que vous pensez que c'est égalitaire? Est-ce que vous pensez que monsieur, madame, ou madame, madame, ou monsieur, monsieur fait... Parce qu'évidemment, on peut être en couple homosexuel et se poser la question du féminisme, hein, c'est pas du tout une question qui est réservée aux femmes, loin de là. Donc voilà, donc il y a vraiment dans ce petit guide cette idée à la fois d'universalité et tout en étant vraiment pas du tout critique. Ça se veut drôle, ça se veut décomplexé. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire vous êtes de mauvais féministes ou vous n'êtes pas assez féministes. Loin de là, chacun apprend, évolue et voilà, à son propre rythme et peut faire aussi, il y a toute une partie sur le féminisme quotidien. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui que je peux peut-être changer certaines choses ou évoluer, voilà, ce genre de choses. Donc c'était vraiment l'idée de ce premier ouvrage, cette collection, c'était pour marquer le côté universel. On ne juge pas, on n'est pas là pour donner des leçons, loin de là, on est loin d'être parfaite, enfin en tout cas moi je suis loin d'être parfaite. Donc voilà, donc c'était vraiment l'idée de ce premier ouvrage de la collection. Le petit guide fun et simple du féminisme pour tous de Samantha Fettelson. C'était juste une blague de Caroline Pfeiffer. Ouais, alors ça c'est un roman, c'est vraiment un roman voilà, qui va apparaître du coup en mai 2024. Et là l'idée c'était un peu, c'est très inspiré, ça m'a fait rire d'ailleurs, de 13 Reasons Why. Je ne sais pas si vous voyez la série qui est sortie donc qui se situe à la fin, après le suicide d'une adolescente. Et on essaye de remonter au fur et à mesure le pourquoi du comment. Et là, quand elle nous a envoyé ce roman, donc on part aussi après le suicide d'une adolescente. Et le roman est construit sur les témoignages de différentes personnes qui l'ont côtoyé. Donc ça peut être des amis, ça peut être son frère, c'est ses parents, c'est ses professeurs, etc., etc. Et donc on va reconstruire au fur et à mesure le pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Et quand Caroline nous a envoyé le manuscrit, elle nous a dit « je ne sais pas en fait si ça rentre dans le cadre de la collection. J'en ai aucune idée ». Et quand on a travaillé avec Samantha sur le petit guide du féminisme, on a remarqué aussi que le féminisme aujourd'hui passait beaucoup par, on va dire, la technologie. Et que la technologie était aussi de temps en temps un frein au féminisme. Et que notamment le cyberharcèlement était un problème que rencontraient plus souvent les jeunes filles que les jeunes garçons. Et son texte, du coup, à Caroline, rentrait parfaitement dans cette continuité-là. Parce qu'en effet, elle se suicide parce qu'elle a été harcelée sur les réseaux sociaux par ses camarades, etc., suite à un nude qu'elle a envoyé et qu'il ne fallait pas envoyer. Enfin voilà, des problèmes qui sont aujourd'hui très d'actualité pour la jeunesse. Et voilà, donc là, on est vraiment dans le cadre d'un roman, donc un roman avec plusieurs voix de différents personnages. Il y a des hommes, il y a des femmes qui s'y situent, il y a la police aussi qui intervient, il y a le rapport aussi à comment c'est traité dans le cadre d'une enquête. Est-ce qu'elle a fait ça parce qu'elle était simplement triste et seule, et voilà, et c'est un acte isolé, ou est-ce que vraiment il y a des coupables? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à plaindre derrière ce geste, etc. Donc là, on est vraiment dans un roman, à un moment donné, c'est de la fiction, évidemment, mais l'autrice a beaucoup intégré, parce qu'elle est professeure, et elle est prof et responsable sur toute la thématique du harcèlement dans son école. Donc elle avait vraiment à cœur de faire passer ce message-là. Et donc du coup, le roman est suivi d'un petit texte explicatif sur le harcèlement à l'école, comment reconnaître les signes aussi de quelqu'un qui est harcelé, parce qu'il y a des signes avant-coureurs, et comment porter secours à la personne, ou en tout cas engager le dialogue pour désamorcer ces situations et qu'on n'en arrive pas à là, quoi, commettre le geste fatal. Un combat important. C'était juste une blague de Caroline Pfeiffer et vous nous parlez enfin de Jeux olympiques au féminin. Une course pour l'égalité. Exactement. Ça. Alors ça encore, c'est Samantha encore qui l'écrit. Elle aime bien le format des petits guides. Samantha Fettelson. Ouais. Et du coup, en fait, là, c'est la même idée de petit guide, mais vraiment axé sur le sport. Et les JO étaient une opportunité très intéressante de se pencher sur la question du féminisme et de se dire, voilà, est-ce que dans le sport, évidemment qu'il y a des questions à se poser sur la place des femmes, parce qu'à un moment donné, les femmes ne pouvaient pas courir les marathons, elles ne pouvaient pas faire certains sports, elles ne pouvaient pas faire du rugby, pas faire du foot, c'était inenvisageable. Donc c'est qu'il y a quand même eu une certaine évolution de la place de la femme dans le monde du sport. Et on va aussi se poser la question des JO en particulier. Est-ce que les femmes sont traitées différemment? Pourquoi? Il y a aussi la question de est-ce qu'il faut avoir des épreuves masculines et féminines? Est-ce qu'il faudrait mélanger les épreuves? Voilà, donc il y a vraiment cette position
On va vraiment discuter du sport, de la place des femmes et même des personnes transgenres aussi dans le sport, qui va être aussi une question à aborder, qui va aussi être une question importante. Donc voilà, donc, ce petit guide-là, il va sortir, je ne sais plus si j'ai dit septembre ou juin 2024. Juin 2024, voilà. Donc il va sortir en juin 2024, et donc on va se poser toutes ces questions-là par rapport à la place des femmes dans le sport, et il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Donc toujours dans ce format guide, Ouais, donc fun, vraiment vous variez vraiment les formes et les supports, et puis il y a aussi cette idée, enfin c'est bêta quoi, donc il y a aussi cette idée d'avoir un QR code. Oui, voilà, on aime bien un peu faire du cross-canal, on a des romans dans lesquels on a des QR codes, dans lesquels on a inséré des vidéos, on mène à des sites internet, bref on aime bien faire jouer un peu avec les différents supports, et pour le monde du sport, oui il y aura de quoi faire parce qu'il y a beaucoup d'archives vidéo. Donc il y a beaucoup de choses que les gens pourront aller voir et donc pourront se renseigner un peu plus. Alors c'est la question qu'on est ouais, c'est à peu près la question qu'on est en train de se poser. On essaie de trouver un événement marquant pour commencer un peu le guide. On fera certainement un petit état global, voilà, parce qu'il y a des gens qui disent aussi que le vélo est un sport, et comme le vélo a beaucoup marqué l'émancipation des femmes et le féminisme, est-ce qu'on l'inclut là-dedans ou pas, voilà. Donc il y a encore ces questions, on va dire, de cadrage historique à régler. Le vélo, peut-être commencer par le vélo, je trouve ça assez marrant, mais voilà. Il y a une question intéressante de Françoise pour vous Camille, mais qui peut s'élargir à vous toutes. C'était juste une blague. Est-ce que ce livre est adapté pour les collégiens et lycéens? Oui, tout à fait. Ouais, vraiment, c'est l'objectif, c'est qu'on n'a pas de public particulier. On ne s'est pas dit, voilà, on va parler qu'aux adultes, on va parler vraiment qu'à la jeunesse. L'idée, c'est d'avoir une collection qui a un public pluriel et que tout le monde puisse, même le petit guide d'ailleurs peut se lire par des collégiens ou des lycéens, il n'y a pas de sujet particulier là-dedans, hein. L'idée, c'est de parler au plus grand nombre et d'ouvrir le plus possible. Et alors justement, ça fait écho à une question de Julia qu'on avait reçue en avance, qui peut s'adresser à toutes. Quel format et quelle référence mettre entre les mains de jeunes lecteurs garçons de 8 à 12 ans? Pour un jeune garçon qui est en apprentissage peut-être de féminisme, qu'est-ce que vous lui mettriez entre les mains? Non. Non. Bonne question. Pas simple. Oh, il y a les fantomètres, mais c'est un peu daté les fantomètres, ce genre de choses. Mais après en héroïne... Marianne, des idées, peut-être des choses visuelles? Non, c'est vraiment pas un domaine que je connais bien. En revanche, tout à l'heure, quand vous parliez de collège, de lycée, je pensais que cette histoire mondiale des féminismes, 19e, 20e siècle, ça c'est le rêve que ce soit dans les centres de doc des lycées, on dit toujours CDI, je ne sais pas, dans les CDI des collèges et des lycées, parce que c'est vraiment, en plus, découpé d'une telle manière que c'est une lecture qui est quand même assez accueillante, avec ses archives, donc voilà, le rêve, ce serait ça. Et je pense que oui, il peut parler à des jeunes, garçons ou filles, dès la 5e, la 4e. Faire entrer les féminismes et les histoires du féminisme, des féminismes dans les CDI, les collèges et les lycées. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement vos perspectives d'avenir, vraiment les combats que vous voulez mettre au cœur de vos actions d'éditrice les prochaines années? Je vous ai aussi posé la question avant dans les 10 prochaines années, les 100 prochaines années peut-être, des utopies d'éditrice que vous aviez. Est-ce que ça vous inspire des choses, Claire? Oui, alors la question était intéressante, j'ai trouvé, parce que je crois que c'était ça, c'était la question, c'était dans un monde, dans 100 ans. Je vous ai demandé en fait de vous imaginer, j'osais pas le redire parce que je sais pas si ça vous a inspiré ou pas, c'est pas simple comme question. Si vous dormez pendant 100 ans et que vous vous réveillez, que vous retournez au bureau, dans votre bureau d'éditrice, qu'est-ce que vous espérez y trouver comme manuscrit, comme nouvel état des lieux de l'édition? Non, mais c'était amusant parce que j'aurais pas une réponse hyper précise, parce que j'adorerais évidemment être en mesure de prédire l'avenir dans 100 ans, d'être toujours en vie surtout. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que justement j'aimerais que dans 100 ans, le terme féminisme n'ait plus de raison d'être. En fait, j'aimerais qu'il n'y ait plus de livres féministes ou de livres qui est juste En tout cas, le manuscrit, mon manuscrit rêvé, ce serait un manuscrit qui toucherait tellement à la pureté de la langue, parce que justement l'égalité homme-femme et des minorités, alors je dis là vraiment voilà,
l'impression que je suis à Woodstock et que je suis en train de chanter. Mais We Are the World. Mais C'est la fin de voilà, bientôt je vais chanter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très 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 utopique. Mais c'est-à-dire le fait que justement ces questions-là sociétalement ne seraient plus des questions, l'égalité serait là, et donc du coup la littérature n'aurait pas besoin justement de mettre en perspective ces questions, puisqu'on ne parlerait pas de femmes photographes, d'hommes photographes, on ne parlerait pas d'écrivaines, d'autrices, on parlerait juste d'un auteur ou une autrice, enfin, je veux dire, sans avoir besoin de genrer pour le coup, où le genre ne serait plus un sujet. Et donc, de fait, ce qui serait le sujet, ce serait l'universalité d'une question, la façon de l'écrire, la façon de le décrire, la façon de le partager, la poésie pure presque, en fait. Je crois que mon manuscrit rêvé, ce serait la poésie pure, parce que la politique et l'égalité, elles seraient déjà réglées. Voilà, on peut rêver. Marianne, une chanson utopique. Moi, je rêverais qu'un prince charmant me réveille. Non, c'est une blague. Pas du tout féministe. C'est pas incompatible. En fait, j'aimerais bien croire à ce que vous venez de proposer, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Utopie, hein. J'y crois pas. Utopie totale. Hein. Non, il faut effectivement pouvoir y croire pour se projeter. J'y crois pas parce que je pense que... j'espère que nous serons moins sous l'influence de religion, de théologie, c'est ça que je pourrais espérer, qui sont des idéologies qui enferment les femmes. Mais malheureusement, elles sont en forme aujourd'hui. Donc, j'espère aussi, pas dans 100 ans, que la période qui s'annonce, qui est quand même d'une violence inouïe à tout point de vue, qu'on l'aura traversée. Alors pas dans 100 ans, hein, mais que dans 20 ans, dans 30 ans, on pourra toujours se réunir comme vous nous l'avez proposé ce matin pour discuter librement. J'aimerais croire à ça. En tout cas, c'est en ce sens-là que je publie, pour résister au pire qui s'annonce. Donc l'utopie que nous fabriquons à travers cette parole et à travers vos combats. Et Camille, une utopie? Ça se passe comme ça, hein, ce serait très bien. Après, je suis sûre qu'on aurait foncièrement d'autres sujets, d'autres combats à mener, mais en effet, si on pouvait arriver à ça, ce serait bien. Après, je suis un peu plus du côté un peu plus réaliste, on va dire, où je pense que ce sera difficile de régler ces thèmes-là, je pense, que ce soit politiquement parlant, religieusement parlant. Voilà, je pense que ce sera assez difficile et que même je pense que la technologie et les différentes évolutions qu'on va connaître vont foncièrement nous mettre des bâtons dans les roues et qu'il va falloir foncièrement, et on le voit bien aujourd'hui, c'est un travail de tous les instants, de se dire oui, le droit des femmes existe et il n'existe pas pour rien et qu'il peut être en danger et qu'il suffit simplement que on arrête d'y penser, qu'on regarde ailleurs pour que tout d'un coup, un truc qui saute. Et on se dit, en fait, non, ça n'a pas à sauter parce que ça doit être inscrit dans nos sociétés, dans notre quotidien. Donc, le fait que les femmes puissent porter des pantalons, déjà, c'est déjà pas mal. Ça fait pas longtemps que c'est autorisé par la loi. Mais voilà, donc je pense que dans 100 ans, il y aura toujours ce combat à mener. Il faudra toujours qu'il soit mené, surtout. Qui sera peut-être mené différemment, par de nouvelles voies, par des hommes, des femmes, qu'importe, parce que tout le monde peut parler de féminisme. Il n'y a pas de genre au féminisme. Et que voilà, voilà, mon idée, ce serait que ce soit ça. On va terminer par une chanson de Claire. Super. Je vous remercie beaucoup, toutes les trois. Marianne Théry, Claire Docero, Camille de Decker, merci beaucoup. Et à bientôt sur Livre Hebdo. Et le prochain podcast, Les Voix du Livre, le podcast de Livre Hebdo, sort dans quelques jours. On vous donne rendez-vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.